Bon, bonjour à tous, la Team Fight, et bienvenue sur After Fight. Je me présente à nouveau, Nathan Rochefort, étudiant en deuxième année d'école de journalisme à Nice et journaliste chez After Fight. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un métier exceptionnel, assez méconnu du grand public, mais vital à la santé des combattants et au bon déroulement des organisations. Je suis aujourd'hui avec le cutman David Mada. David, comment vas-tu? Eh bien, écoute, Nathan, ça va très très bien. Je suis très content d'être ici avec toi. Je suivais un petit peu ce que tu faisais et je trouvais ça super intéressant. Et ton côté un peu passionné, solaire, j'ai trouvé ça très entraînant. Donc, j'ai voulu poursuivre et voir un petit peu. Donc, merci infiniment pour ton invitation. Ah, c'est adorable de ta part. On est parti pour découvrir ton métier incroyable. On le rappelle, toi qui es aussi sapeur-pompier depuis désormais, il me semble, 25 ans, c'est ça? Ouais. 25 ans d'expérience. Donc, on est parti pour découvrir tes deux métiers incroyables. C'est parti. Bon, David, est-ce que tu veux que je te présente? Est-ce que tu veux te présenter? Ah bah écoute, vas-y si tu veux, et puis je pourrais rajouter deux, trois petits trucs, mais vas-y, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, David Mada, tu es donc cutman au sein de plusieurs organisations. Tu as notamment travaillé avec le MMA GP, le Jungle Strike. Tu as notamment accompagné notre ami Mickaël Ajarouge, le meilleur combattant des moins 57 kilos qu'on a découvert sur After Fight. Et donc, tu l'as accompagné dans sa défense de titre au Jungle Strike. Tu es également, comme on l'a dit, sapeur-pompier professionnel depuis près de 25 ans. Et voilà, dis-moi s'il y a des choses à rajouter, mais c'est déjà assez exceptionnel. Oui, non, non, effectivement, c'est ça. Et alors ouais, alors sapeur-pompier, oui, effectivement, depuis 25 ans, et effectivement, Cutman aussi depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est quelque chose. J'ai combattu aussi, tu sais, Nathan. J'ai combattu aussi en pied-point, et alors j'ai pas une carrière monumentale, mais si tu veux, le fait de pompier, avoir fait quelques combats, en fait, si tu veux, quand hop, tu ramènes les deux, bah, ça te fait un peu, ça te sort cette recette de Cutman, tout simplement. Le fait de pouvoir justement de connaître un peu les sports de combat et le fait de soigner les gens. Voilà. Et oui, je rebondis sur Mickaël Aljarouge. Effectivement, j'ai eu cette chance d'être dans son coin. C'est un super mec. D'ailleurs, quand il verra ça, je le remercie pour sa confiance parce que ça a été vraiment super. Et son combat, Incroyable, tout bonnement exceptionnel. truc de fou. Parce qu'en face, il n'avait pas n'importe qui. Il n'avait pas n'importe qui. Et d'ailleurs, je crois que, si mes souvenirs sont bons, le début de combat de Mickaël a été compliqué. Je crois qu'il a même eu, il n'a pas subi un knockdown, mais touché sévèrement. Ouais, il me semble qu'il perd le premier round, mais après il déroule. Mais c'est vrai qu'il était très très fort son adversaire, on s'en rappelle, Ouais. dans sa défense de titre. Et bah, en tout C'est- cas, merci à toi de l'avoir accompagné dans Ah bah ce moment écoute, incroyable. non, non, c'était super. Et puis surtout de rencontrer des combattants comme ça. Ils sont tous pas tous pareils, mais je dirais ce qui ressort le plus, bon, on s'écarte un peu, mais c'est leur humilité par rapport au fait que ce sont des nounours et des amours en dehors du ring, mais enfin de la cage. Mais dès qu'ils rentrent dans la cage, Les animaux, c'est les gladiateurs modernes, hein. ouais, ouais, carrément. Ouais, carrément, c'est tout à fait ça, Nathan. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Et ouais. Et pour finir la présentation, bah oui, j'ai bossé un peu dans des belles orgas françaises, mais j'ai travaillé aussi pour le Glory. Ok. Voilà. Et pour d'autres orgas aussi extra hexagone. Je suis parti un peu de partout où j'ai bien bossé et ça m'a donné un petit peu d'expérience parce que tu sais que le métier de cutman existe depuis pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. En France, hein, je parle, en France. Et nous, on est des pionniers. Et puis là, maintenant, bah, des cutman, il commence à y en avoir un petit peu. C'est un peu la mode. C'est vrai que c'est un peu la mode. C'est même une mode dans le monde du cinéma. Moi, je pense à Stitch Duren, véritable légende en tant que cutman, qui a accompagné Anderson Silva et Vladimir Klitschko. Et de la même façon, au cinéma, c'est le cutman de Creed, il me semble, d'Apollo Creed. Donc, c'est vrai que la reconnaissance de ce métier arrive même dans les salles obscures. Donc, c'est assez fou. Mais c'est exactement ça. Alors, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que j'essaie de retrouver la photo en même temps que je te parle. Mais j'ai eu la chance et l'honneur
d'échanger avec Jacob Stitch Duran. Wow. Oui, avant la sortie de Creed 1. Oh, Creed 1, donc ça remonte quand même. Ah, ça remonte. Après, comme je te dis, je suis pas tout jeune. Mais c'est vrai que oui, j'ai rencontré Stitch. J'ai rencontré Stitch pour la petite histoire. Je pense que peut-être que tu ne le savais pas, mais il existe dans le monde, il existe une association qui s'appelle l'ICA. Et en fait, c'est l'International Cutman Association qui regroupe en fait les meilleurs cutman mondiaux. Et on se rencontre tous les 4 ans pour s'affronter sur la fabrication des bandages. Et ça existe, c'est surprenant, hein. Et en fait, moi, je fais partie de cette association, l'ICA, qui est une association italienne qui part d'un Italien et ça fait maintenant, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Et en fait, voilà, et il regroupe toutes ces personnes-là. Et en fait, le premier championnat du monde que j'ai fait, c'était en 2018, je crois, à Athènes. Et j'ai été invité parce que je faisais partie de cette association. Et j'ai rencontré, pour moi, c'était un rêve éveillé. Ouais. Tu vois, Nathan? Ouais. C'est comme si, je sais pas, le footballeur amateur de foot, demain, pouvait échanger 2, 3 petites passes avec Platini ou Zinedine Zidane, quoi. Tu vois? Ah, c'est fou, c'est fou. Un rêve Ah d'enfant. ouais, c'est un truc de malade. Et en fait, j'ai rencontré Jacob et j'ai rencontré à l'époque aussi le cutman, c'était le cutman de Conor McGregor. Ok. Ouais. Un Écossais. Et du coup, on a bien échangé, mais je pense que d'ici la fin du. C'est un Pardon. Écossais, c'est pas un... Le cutman de Connor, c'est un Écossais et non pas un Irlandais? Non, c'est un Irlandais, excuse-moi, c'est un Irlandais. C'était. Alors attends, parce que bah, j'ai évidemment des photos pour te faire voir tout ça. Je vais essayer de la retrouver, mais c'était fantastique d'échanger avec des mecs qui ont un tel vécu, tu vois, des mecs comme Stitch qui a, je crois, tout vu, Ouais. encadré les frères Klitschko, fait des trucs de malade, et me retrouver avec lui, discuter avec lui, échanger avec lui. Tu te dis, mais waouh, c'est énorme. Bon, David, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, pour le grand public, tu peux nous expliquer ce qu'est déjà un cutman et un bon cutman surtout? Alors, ta question est pertinente. Alors, répondre à ta question, qu'est-ce qu'un cutman? Oui. Après, un bon cutman, je peux aussi, mais je vais essayer d'y mettre les formes. Le cutman, en fait, c'est tout simplement le mot anglo-saxon cut, cutting, donc tout ce qui est coupure, et cutman, donc c'est l'homme des coupures. Donc, c'est l'homme de coin qu'on ne voit pas, qui est dans l'ombre, mais qui travaille beaucoup. D'accord. Et c'est l'homme qui est là pour sauver vraiment le combat du fighter. Quand il y a beaucoup de blessures ouvertes, notamment je pense au combat, je ne sais pas si tu te souviens, enfin je ne sais pas si tu l'avais au Jungle, mais un combat de malade, c'était Lopez contre Poiron. D'accord. Un combat, bah, c'était au gala de où a boxé Michael Aljarouche. Et c'était le main event. Et en fait, si les cutman ne sont pas présents, le médecin rentre et arrête tout, quoi. Parce que des coupures, j'avais des plaies. Poiron avait une ouverture énorme à ce niveau-là, au niveau de l'arcade. Il avait une ouverture énorme à ce niveau-là. Il avait une ouverture énorme à ce niveau-là. Et il avait le nez qui saignait. Il Il faut avait la arrêter tête. là. Pardon? Là, il faut arrêter à ce niveau-là normalement. Bah, oui et non. Ok. Oui et non. En fait, tant que ça n'impacte pas l'intégrité physique du combattant, on peut se permettre de continuer. Tu vois, par exemple, sur le crâne, c'est pas très grave. Au-dessus, là, ici, en dessous, tant que l'œil n'est pas trop touché ou la paupière, c'est pas très grave. Même si c'est le médecin qui décide de tout. Donc, le cutman, c'est vraiment ce rôle-là. C'est
pouvoir aider le combattant à poursuivre son combat malgré les blessures existantes. Bien compris, super. Mais du Voilà. coup, qu'est-ce qui différencie un bon coachman d'un ami qui va venir dans le coin d'un combattant? Deuxième bonne question. C'est qu'en fait, il faut être formé. Le problème, c'est qu'à ce jour, il n'y avait pas de formation qui existait en France en termes de cutman. C'est-à-dire que les cutman existent depuis 20, 30, 40, 50 ans aux États-Unis, au Mexique, de partout. Mais en France, ça fait seulement, allez, on va dire, moins de 5 ans. Et il n'y avait pas de diplôme vraiment reconnu pour ça, tu sais. Nous ne sommes ni des médecins, ni des infirmiers, ni c'est un poste un petit peu bâtard, si je puis dire. Et donc, il n'y a pas de reconnaissance réelle. Alors, il y en a une, je crois, à la FFB, où ils ont fait une reconnaissance avec un diplôme. Mais la personne lambda qui arrive n'a pas les techniques et les produits qui vont permettre vraiment d'arrêter le saignement. Parce que finalement, ce qui est important aux yeux du public et surtout aux yeux du médecin, c'est d'arrêter les écoulements de sang. Et quelqu'un qui n'a pas les techniques d'un cutman, qui n'a pas les bons produits, qui n'a pas le bon matériel, que je vais te montrer après, va paniquer et ne va pas avoir le geste sûr pour pouvoir arrêter justement ces saignements. Voilà, ça c'est vraiment c'est ce qui fait la différence avec un bon cutman et quelqu'un qui s'improvise. D'accord, compris. C'est assez fascinant et très bien expliqué. Et ce que je me demandais aussi par rapport à ça, David, toi qui à la fois voilà, qui a 25 ans d'expérience en tant que pompier et qui est cutman auprès des combattants de MMA, qu'est-ce qui différencie la médecine de combat et la médecine d'urgence? Et c'est quand même étroitement lié, hein. Bon, Nathan, faut que tu arrêtes, tu poses que les questions pertinentes là. Donc, Ma faute. Journée au en boulot. fait, ouais, mais parce qu'on sent que tu es passionné, donc c'est des bonnes questions. Euh, pour avoir travaillé au SAMU 83 en tant que pompier, donc j'ai baigné aussi un petit peu dans dans la médecine d'urgence. Euh, c'est la médecine d'urgence, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que tu vas voir le médecin, tu vas voir l'infirmier, tu vas voir l'aide-soignant, peut-être un médecin stagiaire interne. Ils vont arriver à 3 ou à 4, comme les pompiers. Ou quand on arrive sur intervention, on arrive à 3 ou à 4, il y a du monde, c'est une équipe. Quand tu es dans un coin du ring et qu'il y a il y a des blessures, il y a des choses comme ça, et que tu dois aider le combattant, quand tu te retournes, il n'y a personne. Tu es tout seul. Tu es tout seul avec tes petites mains, ton matériel, pour essayer de lui sauver le combat. Et surtout, c'est que tu n'as qu'une minute, voire moins d'une minute, pour essayer de le rafistoler. Alors que quand tu es en médecine extérieure d'urgence ou quoi que ce Ouais, soit, tu as plus de temps. Je ne sais pas si tu comprends. Tu je comprends vois? tout à fait, c'est incroyable. 55 secondes, mieux semble, c'est ça? Bah, en fait, oui, c'est une minute de repos, mais le temps que le combattant revienne dans son coin quand il arrive à le retrouver, oui, on est plus sur du 50-55 secondes. Autant te dire que c'est vitesse de l'éclair. C'est incroyable. Et C'est ouais. vraiment découvrir votre fonction et le rôle que vous avez voilà, dans la sûreté des combattants. Et en fait, c'est grâce à vous qu'il a ce rôle de plus, le combattant. Donc, c'est un rôle primordial, vraiment. Ah ben oui, complètement. Après, enfin, tu sais, le combattant, Nathan, tu le sais quoi. Le combattant, il s'entraîne pendant des mois, des semaines pour un combat, pour une ceinture, entre la perte de poids, entre se priver de sa famille, ne vivre que combat, ne vivre que entraînement. Et que là, sur un combat, le mec, il est arrêté au premier round sur un choc de tête ou j'en sais rien parce qu'il saigne beaucoup. Et que les 3 4 mois auparavant, où il a travaillé comme un fou pour être là pendant 10 minutes de combat, et qu'on lui dit, désolé, mais tu rentres au vestiaire parce que tu es blessé. T'imagines la sensation? C'est fou. C'est impossible à imaginer en vrai. Ah, Faut pas... J'en ai vu des déceptions, hein, et c'est là que nous, on intervient, le cutman. Je je me dois vraiment d'aider au maximum le combattant, même s'il perd le combat, c'est pas grave. Mais au moins, il finit le combat. Tu comprends? Ouais, un rôle décisif. Ouais, au moins, il a pas ce goût amer dans sa bouche de se dire, oh là là, je me suis entraîné pendant des mois et j'ai pas pu montrer ce que je savais faire. Et ça t'est déjà arrivé des situations dans un combat où ton combattant arrive pendant ces 55 secondes, il est vraiment au bout de lui-même, fatigué physiquement et mentalement, et vous arrivez à le renvoyer au front avec de nouvelles intentions, une nouvelle énergie qui s'impose?
Alors oui, euh, sauf que moi, si tu veux, j'ai vraiment un travail qui fait que j'ai un travail de l'ombre qui est dans le cutting et je dois le soigner, je dois le réparer. Donc, le combattant, effectivement, est très inquiet sur ses blessures. Donc, c'est à moi de le rassurer, de l'aider. Mais généralement, je parle pas beaucoup, voire pas du tout. Ce n'est pas mon rôle. Tu comprends? C'est pas mon rôle. Le rôle de regalvaniser le combattant parce qu'il arrive et qu'il n'est pas très bien, c'est plutôt le rôle du coach. Ok. De sortir les bons mots, les bonnes phrases. Il connaît bien son combattant et c'est lui qui va essayer de le repousser, de le rebooster. Moi, je vais travailler dans l'ombre, je ne vais pas parler. Parce qu'en plus, le fait de ne pas parler, personnellement, je pense que ça me rend plus efficace. Je reste Ok. focus. Ouais. Ouais, je reste focus. Alors par contre, des fois, le combattant arrive, et c'est arrivé au jungle, hein, ça arrive, où le combattant, il sait qu'il a une ouverture. Mhm. Et pour un combattant, avoir une ouverture, c'est synonyme euh, d'arrêt du combat. Et souvent, quand il arrive avec une ouverture, et ça m'arrive des fois, et le premier truc qu'il me dit, c'est oh, c'est grave, c'est grave, c'est grave, parce que je suis ouvert, je suis ouvert. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est... Et là, je sens qu'il est en panique. Il faut le rassurer. Tu as 55 secondes pour rassurer. Donc, il faut avoir une voix douce, calme, posée, parce que de toute façon, quelqu'un de stressé va forcément véhiculer du stress à une autre personne. Par contre, si tu as une voix qui est calme, posée, en lui disant ne t'inquiète pas, assieds-toi, je vais m'occuper de ta blessure. Si tu me laisses faire, tu pourras sans aucun souci repartir au combat. Profite pour récupérer, respire, vois avec ton coach, je m'occupe du reste. Pas plus. Voilà, avec une voix toujours un peu fraternelle, paternelle, tu vois. Donc, c'est des compétences d'empathie un peu qu'il faut pour ce métier. Ah, et on fait pas ça. C'est un peu comme les pompiers, tu vois. Tu Ouais. fais pas ce genre de métier si t'as pas un minimum d'empathie quand même, tu vois. Et parce que je Ça, me demandais dans les compétences requises. Donc, toi, évidemment, tu as un passif de combattant. Mais c'est quoi qu'on requiert, vu qu'il y a cette formation, mais c'est quoi les compétences requises pour exercer ce métier? la sérénité, le calme, Mhm. la maîtrise, et surtout ne pas chercher euh, à vouloir s'exposer à la lumière, parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de travailler dans l'ombre. C'est pour ça que je suis très content que tu me fasses ça aujourd'hui, parce que quelque part, c'est paradoxal avec ce que je viens de te dire, parce que là, du coup, tu me mets plus en lumière. Mais le but, c'est de rester vraiment dans l'ombre et de travailler dans l'ombre. Euh, Si tu cherches, si on fait ce métier ou ce job de cutman pour se dire, je suis devant les caméras, les machins, les ci, les là, sous les projecteurs avec le combattant, c'est qu'à mon sens, le cutman n'a pas compris. N'a pas compris. Voilà. Il doit être transparent, invisible, mais efficace. Donc, David, pour enchaîner évidemment par rapport à ton expérience assez fascinante, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au sein du Glory, cette organisation de kickboxing? Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai fait le Glory, ça remonte à un petit moment, Nathan, mais c'était le Glory, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était le 49, je sais plus, à Lyon, Ok. où en fait, un collègue m'a dit qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir assurer le rôle là-bas, et donc il m'a demandé si j'avais envie de le faire. Et c'était il y a un petit moment, et je venais de naître en tant que cutman. Et du coup, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si tu t'apprenais à jouer un peu au football ou j'en sais rien et que demander d'aller faire un match en Ligue 2, quoi. Tu Alors, vois? franchement, c'est osé de ta part d'y aller, c'est assez valeureux parce que la pression que tu as, évidemment, c'est une grosse organisation mondiale, c'est pas évident à gérer. Bah non, surtout qu'en fait, c'est extrêmement carré, Nathan. C'est extrêmement carré. Le Glory, c'est quand même Cédric Doumbé. Donc, moi, à l'époque, quand j'ai bossé là-bas, il y était d'ailleurs.
Ok. Et c'est quand même un gros truc, c'est très carré, les cutman ne font pas n'importe quoi, les bandages sont faits par les cutman, on a une place bien définie, c'est vraiment très millimétré, les hôtels, les machins, tout est vraiment, tu vois, Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc c'est une superbe expérience, en plus c'est télévisé, hein, tu t'en doutes bien. Ouais. Donc télévisé, en direct le Glory, donc bah, faut pas avoir les mains qui tremblent, quoi. Et tu Euh, as eu l'occasion d'échanger avec le cutman de Cédric, qui l'affrontait ce jour-là? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Moi, j'ai fait mon taf. J'ai ni échangé avec Cédric, ni échangé avec le cutman, sachant que généralement, les cutman qui y a au Glory, ce sont les cutman qui font et les bandages et le coin. Donc, c'est pas des cutman attitrés pour les boxeurs. D'accord. C'est exactement le même principe que l'UFC. C'est-à-dire que tu as la team de cutman qui sont là pour travailler, réparer, mettre la vaseline, machin, ici et là. Ils font les bandages à tous les combattants de la même façon, avec le même matériel, mais ce ne sont pas les cutman attitrés à un combattant. D'accord. Ils travaillent pour leur gars. Je comprends. Mm, Et mm. donc, du coup, dans une organisation aussi carrée, ce que je me demandais, c'est l'organigramme économique. Est-ce que ta rémunération, elle dépend du combattant en organisation? Explique-nous un peu comment tu es payé en tant que cutman. Alors ça, c'est très particulier, parce que ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ok. Soit on m'appelle, là par exemple, je vais faire deux beaux galas. Soit Le on Star m'appelle, Night. pardon? Le Star Night, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Il y a la Star Night et il y a aussi l'UFN, là où je suis à Toulon, avec un championnat du monde Waco Pro. Donc, c'est des grosses ceintures. Ok. Et en fait, soit le promoteur m'appelle, tu vois, et il me dit, voilà, j'ai besoin de tes compétences pour l'intégralité du gala, mais j'ai aussi besoin de tes compétences pour les bandages. Et là, dans ce cas de figure, je travaille pour le promoteur et pour l'événement, mais je ne travaille pas pour une personne. Je comprends bien. Ouais. Par contre, je peux travailler pour un boxeur qui fait une ceinture importante. Il a besoin d'un cutman, comme j'ai travaillé pour des boxeurs. Alors, je ne sais pas trop si tu t'intéresses à la boxe anglaise. Ah, je m'intéresse de près, évidemment, sur le circuit français, je connais moins bien. Mais explique-nous, Ouais. du coup, ça dépend du coup par rapport en boxe anglaise. C'est le combattant qui te rémunère ou toujours l'organe? Bah, généralement, c'est la team du combattant. Ouais. Ouais. Ok. C'est la team du combattant et en fait, on se met d'accord avant. Il me dit, voilà, j'ai besoin que tu me fasses et les bandages. J'ai besoin que tu sois dans mon coin. Et si je lui dis, est-ce que c'est un combat lambda? Et s'il me dit non, c'est un championnat de France, un championnat d'Europe, quelque chose comme ça, la prestation n'est pas la même parce que l'importance du combat n'est plus la même. Tout à fait. Ok. Et je travaille, moi, je vais pas demander peut-être le même tarif pour un 6 rounds que pour un 12 rounds. Ok. Ok. Eh oui, Par rapport à quoi, c'est du coup c'est ta présence sur le ring, c'est ça ouais, qui. ouais, la présence sur le ring, le matériel que je vais utiliser. Et effectivement, si par exemple, je te donne un truc tout bête, j'ai travaillé pour des boxeurs qui débutaient en boxe anglaise et ils faisaient des 4 rounds ou des 6 rounds pour commencer. Il y avait pas de ceinture, c'était juste des combats comme ça. C'est sûr que le gars, quand il va me dire, voilà, est-ce que tu peux me faire les bandages et être dans mon coin pour 4 rounds, je ne vais pas lui demander le même tarif pour un mec qui a déjà 40 combats, qui va faire une ceinture nationale ou une ceinture champion d'Europe avec les bandages sur un 12 rounds. L'importance n'est pas la même, l'enjeu n'est pas le même, donc la tarification n'est pas la même non plus. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée juste pour qu'on comprenne? Alors, Ok. Pas de souci alors. Pas de souci. disons que c'est toujours un petit peu particulier. Parler d'argent et de tarification. Pas de souci. Je suis un petit peu fragile là-dessus. Pas de souci. Pas de souci. Je suis Moi, voilà. ce que je me demandais aussi, c'est évidemment cette année dans le MMA français ou en boxe anglaise, on a vu des situations où les combattants bon, ont pris des grosses blessures. Et ce que je me demandais, c'est toi en tant que cutman, du coup, tu es plus inquiet quand ça ne saigne pas par une blessure interne. Parle-moi un peu des pires cas que tu as rencontrés en tant que cutman. Oula. Ouais, J'en ai eu quelques-unes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché. d'accord. C'est l'avantage que j'ai d'être pompier, c'est que bah, j'ai fait des interventions un peu graves, un peu choquantes. Donc c'est vrai que ce que je peux rencontrer dans les sports de combat,
je dirais que ça me fait beaucoup, beaucoup moins peur. Ça me fait, pas que ça me fait pas grand-chose, mais par rapport à ce que je vois dans mon métier, c'est quand même un cran en dessous. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un combattant qui va se reconnaître. C'était en pied-point, maintenant il a basculé dans le MMA. Et le combat était acharné, c'était un guerrier. Et en fait, il a été bien esquinté. Il a tellement bien été esquinté qu'en fait, il avait un trou dans la lèvre où tu voyais un peu le jour. C'était ouvert en fait. Contre le protège-dents, il avait un trou important. Quand tu tirais un peu comme ça, euh, pas que tu passais un doigt, mais pas loin. Donc c'est vrai que là, il manquait un bout de peau. Donc c'était pas évident à soigner, surtout sur les muqueuses. Donc là, le coach, l'aide coach, la team, généralement quand ils voient ça dans le coin, ils sont un peu en panique. Ils sont un peu en panique. Euh, j'ai fait un autre truc, un gala aussi pareil en Belgique, où il y a un combattant MMA dans la cage qui, pendant le combat, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il a pété un peu un câble, un peu comme à l'époque Mike Tyson quand il a bouffé l'oreille. Ouais, ouais. Bah, en fait, là, il lui a croqué le nez. Ouais. En fait, le combat débute, ils finissent au sol. Et au sol, en fait, c'est un peu la merde. Voilà, ils sont sur le grappling, ils sont sur du JJB, ils sont au sol. Et puis, tu vois pas trop les visages à la caméra, ils sont un peu dans leur truc. Et d'un seul coup, tu entends un combattant qui crie très fort. Vraiment. Ah, mais qui crie fort, tu vois. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, tu sens qu'il gesticule et on n'est plus dans le fight. Ouais. D'accord. On n'est plus dans le fight. L'arbitre intervient, il sépare les deux mecs. Il y en a un quoi blanc et l'autre, il le relève. En plus, je crois que c'était des poids lourds. Il le relève et il regarde l'étendue de la blessure. Nathan, je te jure que c'est vrai, hein. Là, ici, toute l'arête du nez, imagine que tu mettes un coup de cutter ici et que tu ouvres le nez comme ça. Il avait le nez ici, ouvert, comme ça, et la peau sur le côté. Donc en fait, tu voyais toute l'ossature à l'intérieur. Et en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Et le combattant blessé a stipulé, il m'a mordu, il m'a mordu. Il m'a arraché le nez. Euh, donc c'est compliqué à savoir. Moi, ça ne me regarde pas, je n'ai pas à savoir. La seule chose que je dois faire, c'est soigner. Mais soigner un nez qui est ouvert comme ça, Comment on fait ça? Oh, c'est impossible, tu dois aller aux urgences au plus vite. non, parce qu'en fait, je rentrais donc. Oula. Le kit de survie. Tu sais, j'utilisais mes swabs pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Tu peux me montrer de plus près peut-être? Ouais. Ok. Je rentrais mes swabs ici. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça rentrait ici. Mais comme il n'y avait pas de peau, il n'y avait rien, que c'était l'os directement, en fait, ça passait au travers, ça ressortait ici, quoi. Donc, en fait, j'avais aucune efficacité. J'ai fait de la compression, j'utilise des produits qui sont vasoconstricteurs, c'est qu'en fait, ils arrêtent le saignement. D'accord. Mais là, bon, le combat, tu te doutes bien qu'il a été arrêté, hein, évidemment. À urgence au plus vite. Ouais, il a été recousu sur place. D'accord. Quelle prouesse. Comme ça, en L. Impressionnant, Nathan. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Et j'en ai vu d'autres, hein, j'en ai vu d'autres, hein. J'ai fait des combattants exploser de partout, vraiment, où tu te dis, putain, mais j'ai pas assez de mains, en fait, pour soigner. Parce qu'après tout, on n'a que deux mains. Oui, Mais quand tu as trois, quatre blessures importantes, tu sais plus où donner de la tête. alors d'après toi, c'est moi qui vais te poser une question. Je passe un oral. D'après toi, comment moi, sur quatre blessures sur le visage du combattant,
comment je vais procéder? Quelle est ma priorité? Alors déjà, tu dois traiter celle où il n'y a pas de saignement. C'est celle-là les pires. Saignement, c'est que tout va bien en réalité, dans l'ordre des choses. D'abord le visage, le crâne, le cerveau. Ensuite, les organes vitaux. Ensuite, les organes vitaux. Alors oui, là on parle vraiment que de blessures extérieures avec des saignements, des plaies ouvertes partout sur le visage. On ne parle pas du corps, on parle que du visage. Okay. Toi, tu arrives, tu as 2 mains, du matos sur toi, sauf qu'il est ouvert de partout. Quelles sont les priorités? Pourquoi je vais plus soigner ça que ça? Tu vas plus soigner l'avant du visage pour que l'arbitre reprenne le combat, puis laisse reprendre le combat. Ouais, il y a ça. Et effectivement, d'après toi, quelle est la blessure la plus handicapante pour un combattant? C'est une ouverture à l'arcade ici ou une ouverture à la pommette? Ben moi, j'aurais dit l'arcade, vu que du coup, ton sang trouble ta vision et que tu ne vois plus. Exactement. Bonne réponse. Eh oui, forcément. Interview inversée. Il a une blessure ici à la pommette, excuse-moi, au niveau de l'œil ici, puisque j'ai fait aussi des blessures importantes sur la paupière. Là, tu peux être sûr que le médecin, il va regarder ça de très très près parce qu'on s'approche très près de l'œil. Par contre, si la blessure elle est ici sur le plancher orbital, il va regarder si c'est pas touché, si c'est pas cassé au niveau osseux. Mais si c'est pas cassé, à la limite, si ça coule, je vais faire ce qu'il faut, mais c'est en dessous. Là, si c'est ici, ça peut altérer sa vision. Donc, la priorité entre celle-ci et celle-ci, je vais forcément prendre celle-là. D'accord? Le nez important aussi. S'il y a une grosse épistaxie et que ça saigne abondamment, qu'est-ce qui peut se produire d'après toi? Bah oui, mais surtout un défaut en termes de respiration. Il va avoir du mal à respirer si le nez est plein de sang. Donc, je dois m'assurer d'arrêter le saignement, mais de surtout libérer ici les fosses nasales pour qu'il puisse à nouveau respirer normalement, pour pas qu'il travaille en apnée. Donc, ça aussi, c'est important. Tu vois? Donc, les blessures se font et se travaillent en fonction de leur importance. Tu vois? C'est particulier, hein? Mais c'est tellement un monde unique auquel les gens ne pensent pas. Je suis sur les fesses. Ah ouais, c'est très particulier, ouais. Et encore, là, je te parle que du visage, mais j'ai fait des blessures sur des tibias en pied-point, des blessures sur des avant-bras. Alors sur le torse, c'est très très rare. Mais par contre, oui, au niveau de l'oreille aussi, des décollements ici, des petits arrachements ici à ce niveau-là. Ça peut arriver. Des ouvertures importantes ici. J'ai fait des ouvertures où tu passais le doigt à l'intérieur, tu rentrais le doigt à l'intérieur, tellement c'était important, tellement c'était béant. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que je te dis les qualités, c'est qu'il faut pas trembler en fait. Incroyable. Bon, ma dernière question pour toi, David, c'était évidemment, quel est ton rêve en tant que cutman? Est-ce qu'il y a une organisation dans laquelle tu aimerais évoluer? Dis-moi un peu tes ambitions. Ouais, alors tu sais, très honnêtement, un cutman, ça reste un cutman dans le sens où normalement la priorité, c'est vraiment d'aider le combattant. Donc que ça soit dans ta ville ou que ça soit à Las Vegas, c'est la même chose. C'est pareil. Sauf qu'effectivement, il y a plein de monde. Au lieu de faire une salle avec 5000 personnes, tu vas peut-être faire une salle avec 40 000 personnes ou 50 000 personnes. Mais ouais, si un jour j'ai l'opportunité de pouvoir travailler dans un gros truc, alors j'ai déjà fait un gros truc si tu veux, hein, mais vraiment quelque chose de, je sais pas, ouais, avec 30 000, 40 000, 50 000 personnes, tu vois, sur un combat de fou. Une fois dans ma vie de cutman, ça serait le Graal forcément. Tu vois, ça serait vraiment le Graal. Mais bon, oui. Mais c'est fou. Je vais te montrer des blessures pour que tu vois un peu ce qui peut être. Alors, je sais pas si on va bien les voir, mais. Ouais, ok. Coupure au niveau de la joue. Ouais, tu vois, elle est pas mal celle-là. Hein. Ouais. C'est un combattant avec lequel tu as travaillé? Non, c'est un combattant qui était dans l'orga où j'étais, mais j'ai pas bossé sur lui. J'ai pas bossé sur lui. Donc,
Je voulais te préparer un petit peu, te faire voir un petit peu avec qui j'ai bossé. J'ai bossé notamment aussi avec Hassan Ndam, je ne sais pas si tu Ouais, connais. mais, un ami que j'ai, évidemment, cette fois champion du monde de boxe, champion WBC. C'est Mais je bon, me rappelle ouais. d'un KO extraordinaire qu'il avait mis et je l'ai rencontré à Monaco, adorable. C'est un mec. Super. Ouais. Et ouais, donc voilà, donc ouais, c'est vraiment, c'est un job très particulier qui est à part, mais qui, à mon sens, doit se faire avec passion, comme toi, tu fais ton travail avec passion, tu vois. Et on sent que tu es passionné, c'est génial. La passion comme moteur. C'est exactement ça. Et c'est ça qui t'emmène à exceller. Et c'est pas pour rien, tu sais que mon petit slogan, entre guillemets, ma phrase depuis plus de 10 ans maintenant, c'est partout, j'ai mis ça sur mes affaires et sur mes t-shirts et sur mes réseaux, c'est être meilleur qu'hier. Et je pense que si dans ta tête, tu te dis, je dois être meilleur qu'hier, tu ne peux que avancer, tu ne peux que progresser. Et tellement. Mhm. Bah, c'est hyper inspirant ton discours, David. Merci infiniment pour tes réponses. J'en ai fini avec mes questions. Est-ce que Ouais. tu aimerais ajouter? Bah écoute, non, rien de particulier. Alors j'essaye désespérément depuis tout à l'heure de te trouver la photo avec Stitch. Alors on y arrive doucement. Dernier championnat du monde, en fait, on voit pas très bien. Ah, on voit le World Championship derrière. World End Voilà, c'est Championship. ça, c'est ça. Et en fait, c'était le dernier championnat du monde qu'on a fait avec les bandages. D'accord. Ah bah tiens, est-ce que cette personne te parle? Bah, Stitch. C'est Stitch. ça. Ouais, Incroyable. on était à Athènes et je l'ai rencontré, on a pu échanger, ouais. Ouais, on a pu échanger. L'un des meilleurs cutman de tous les temps. On rappelle Lucas Trail, Vladimir Klitschko, Anderson Silva et qui évolue désormais dans le monde du cinéma. Incroyable, tout bonnement incroyable. Bah écoute, merci C'est en tout ouais, cas. le Zinedine Zidane des Cutman. Voilà, Nathan. Génial. Merci infiniment, David, pour tes réponses. On va afficher ici ton Instagram. Je vous invite vraiment à aller le soutenir parce que c'est tout bonnement exceptionnel ce qu'il fait. Et les cutman ont un rôle vital dans le bien-être des organisations de MMA et pour le MMA en France de façon générale. Donc voilà, merci pour tes réponses. Et je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez apprécié l'échange. Et bonne journée à tous. Ouais. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, Nathan.